Allez, voilà. Donc, dans le cas de Chamfort, on est évidemment dans le cas où on a l'orbite cyclotron qui est bien développée, enfin qui commence à se développer. Donc on a oméga céto qui est grand devant 1. Et donc on a le courant X qui va s'écrire la moyenne. Ouais, vous la voyez pas? Ah merde, alors attendez, faut peut-être. Ah oui, mais attendez, parce que j'ai pas mis. Évidemment, je crois que dans le zoom, j'ai pas donné par la moyenne de 1 sur oméga c au carré fois tau. D'accord, ça c'est le terme longitudinal. Moins 1 sur oméga c. Donc un terme simplement donné par la pulsation cyclotron fois EY. Et puis vous avez toujours évidemment le n au carré sur m qui traîne, qui nous donne le fait, ça c'est toujours le terme qu'il y a devant les conductances. Ok. Et puis vous avez un terme en JY qui lui est nul. Alors on va laisser tomber la n au carré sur m puisque on s'intéresse à un terme qui est nul. Et vous avez l'inverse, c'est-à-dire que vous avez 1 sur oméga c fois EX plus la moyenne de 1 sur oméga c carré tau EY. Et ce terme-là, il est égal à 0. Donc vous en déduisez immédiatement que vous avez EY qui est égal à moins 1 sur oméga c fois oméga c carré fois la moyenne 1 sur la moyenne de tau moins 1. Donc là, il faut faire juste un tout petit peu attention quand vous inversez les choses, d'accord? Puisque ici, vous avez la moyenne de tau moins 1, ok? Il faut bien faire attention que quand vous avez la moyenne de tau moins 1, ce n'est pas égal à la moyenne de tau, d'accord? Vous ne pouvez pas sortir le moins 1 ici et dire que ça c'est la moyenne de tau moins 1, ok? Il faut bien le garder jusqu'au bout. Et quand vous réinjectez ça dans la moyenne de JX, vous trouvez que JX est égal à n au carré sur m, et il vous reste un terme ici. Bon, ben, le premier terme, ça vous ne pouvez pas y toucher, hein. Donc ça vous fait simplement 1 sur oméga c carré tau. Donc ça c'est le premier terme qui n'a pas bougé. Par contre, vous avez ici un terme qui apparaît, qui est le tau moins 1. Donc c'est celui-là, moins 1, puisqu'il il est au dénominateur. Il manque un EX ou ça? Il manque un EX qui devait être ici, je suppose. Et puis vous avez un EX qui apparaît ici. Hein, donc c'est toujours la même chose. Ici, vous faites attention qu'on ne peut pas sortir les moins 1 qu'il y a là. Ok. Alors, si vous mettez tout ça ensemble, vous arrivez avec sous Chamfort, vous avez simplement la conductance qu'on avait ici, qui vaut N2 tau sur M, N2 pardon, sur M. Alors si vous êtes dans un régime évidemment finalement de Chamfort, vous pouvez avoir que ce terme finalement il devient négligeable, hein, puisque vous avez oméga céto qui est grand devant 1, donc vous pouvez négliger ce terme devant celui-là, et vous avez finalement... Ouais, mais si, si, pourquoi? Ah si, oui, excusez-moi. Oui, 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 tout à fait, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé ici, là, celui-là. Il est en noir. Il n'en reste pas moins que vous voyez comme ce terme, on est dans un régime où oméga céto est très grand devant 1. Ce terme, on peut le négliger devant celui-là. Et il vous reste finalement que la conductivité est donnée simplement par oméga c carré tau moins 1 à la puissance moins 1. Et de même, vous avez le delta sigma sur sigma qui est donné par un terme qui vaut tau moins 1 puissance moins 1 moins tau sur la moyenne de tau.
Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que finalement, les choses tiennent énormément à la distribution en énergie, en la distribution du temps moyen. Parce que vous voyez qu'en fait, si vous êtes dans un système finalement où vous êtes, si vous regardez que le taux d'EF, c'est-à-dire ce qui se passe dans un métal, vous regardez que taux d'EF, vous retrouvez exactement ce que vous avez sur la distribution N2 taux sur M. Finalement, il ne se passe rien de bien extraordinaire, d'accord. Donc finalement, mhm. Bah, c'est sigma moins sigma 0, hein, d'accord? Donc le sigma 0, bah, c'est... Voilà, exactement. Voilà. Et donc, en fait, là, vous allez retrouver exactement quelque chose qui est évident si vous prenez un système, simplement si vous limitez à ce qui se passe à taux de EF. Ok. Donc ça, c'était la limite du champ fort. Alors, quand on était à la limite du champ faible, alors, je ne me rappelle plus exactement ce qu'on avait, mais on doit avoir quelque chose qui était... Alors, attendez, je remonte dans le temps sur mes notes. Pourquoi je suis dans le mauvais sens? Je suis dans le mauvais sens quand je remonte sur le temps. Voilà, quand on regardait, on avait aussi quelque chose qui faisait intervenir finalement des rapports des moyennes de taux sur des moyennes de taux au carré sur la moyenne de taux carré. Donc on arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que finalement ce calcul explicite avec Boltzmann fait apparaître des différences assez subtiles qui dépendent en fait de la distribution spécifique des temps de relaxation. D'accord. Ouais. Ouais. Attendez, vous pouvez me la refaire doucement? Ah oui, dans la limite des champs. Ah oui, si, non, mais il ne dépend pas du champ magnétique de la limite oméga Ceto grand devant 1. Oui, vous arrivez à un résultat où il dépend en fait de la moyenne de 1 sur taux. Mm. Taux va dépendre du champ indirectement. Vous êtes sur un système où vous avez des orbites qui sont comme ça. D'accord. Votre système, c'est des orbites qui sont comme ça. Qui sont des orbites fermées. Et taux, en fait, il va revenir, si vous voulez, le taux que vous allez regarder, en fait, il va dépendre explicitement du champ magnétique à un moment. D'accord. Donc en fait, ce oméga C taux, le champ magnétique, il est caché là-dedans. D'accord. Parce que le problème dans tous ces problèmes, alors la remarque que vous faites, elle est assez importante. On va revenir exactement à ça dans le papier d'après. C'est que ce qu'il y a un petit peu dans tous ces problèmes de Boltzmann, jusqu'à ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on ne vous dit pas ce qu'il y a dans le taux. D'accord. Dans les temps de relaxation, on vous dit toujours qu'on introduit un temps de relaxation dans l'équation de Boltzmann, mais on ne vous dit pas ce qu'il vaut ce taux. Et on ne vous dit pas à quoi il est relié. D'accord. C'est un taux qui est introduit à la main. D'accord. Alors justement, la question que vous dites, elle est tout à fait pertinente. C'est-à-dire, on dit finalement, on est en train de regarder un problème en champ magnétique et le champ magnétique, il n'apparaît pas. Parce qu'en fait, le champ magnétique, il est caché dans ce taux. Mais quand vous regardez tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que finalement, le taux, vous regardez un taux en énergie, par exemple, mais on ne vous dit pas comment il varie ce taux en énergie. D'accord. Quand on parlait d'un temps électrophonon, vous ne voyez pas où c'est qui la composante en électrophonon. Si vous regardez le cours qu'on a fait sur la dépendance électron-phonon, vous avez un taux électron-phonon, personne ne vous dit où c'est qu'il est le couplage électron-phonon. D'accord. Ou le couplage électron-électron. Ça, c'est ce qu'on va calculer maintenant. Et en fait, tout le problème de Boltzmann, c'est que c'est une approche complètement phénoménologique. Vous trouvez une dépendance de la conductance en fonction d'un taux, d'accord, mais un taux que vous supposez, mais que vous ne calculez pas explicitement. Et la chose suivante qu'on va faire, c'est justement de calculer explicitement ce taux dans le cas d'un certain nombre de choses en faisant des hypothèses. Mais c'est très compliqué de calculer ce taux. Et en fait, la vraie difficulté, c'est, si vous voulez, le Boltzmann, l'hypothèse qui est très forte, c'est de dire que j'ai un seul temps de relaxation. Ce qui est une hypothèse très forte. Et la deuxième chose qui est compliquée, c'est de le calculer maintenant, ce taux. C'est ce qu'on va faire dans le chapitre d'après.
OK? Mais effectivement, ce qu'il y a, c'est que vous êtes sur des orbites fermées, d'accord? Et ce taux, il dépend explicitement des orbites fermées et il peut devenir très, très grand. Parce que comme si vous êtes sur des orbites fermées, d'accord, vous avez quasiment pas de raison d'avoir de la diffusion. Parce que d'abord, il voit quasiment plus le réseau et le truc, il peut se mettre à tourner en rond pendant un temps, extrêmement grand, d'accord? Donc en fait, vous pouvez avoir des systèmes. Alors, après, vous pouvez décrire le transport. Et là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce taux. C'est très compliqué parce qu'en fait, le transport va se mettre éventuellement par partir vers les bords, etc. Et vous entrez dans des régimes des foules quantiques, des choses très compliquées. Parce que justement, la question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce taux. Et le taux, il cache toute la physique qui va se passer sous champ fort. Vous voyez ce que je veux dire? La ligne du dessous, le delta sigma, il vous dit en fait, euh, le, oui, c'est le sigma à champ nul. C'est le sigma à champ nul que vous prenez. Alors, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est exactement ce que vous suggérez, c'est qu'on va calculer explicitement ce temps de relaxation. Alors, en fait, il y a un cas où c'est pas trop dur. C'est le cas où on a une diffusion sur des impuretés statiques. On va voir ce que ça donne. Par contre, on a un cas où ça devient un peu plus compliqué, c'est la diffusion sur les photons. D'accord, ça devient un peu plus compliqué. Alors, ce qui est l'effet Kondo qu'on va voir la semaine prochaine, c'est le cas qui est encore un peu plus compliqué, c'est la diffusion sur les impuretés magnétiques. Et en gros, là, on a fait le tour de toutes les diffusions possibles. La seule diffusion qu'on n'aura pas vue, c'est la diffusion par les photons. Alors, la diffusion par les photons, c'est quelque chose qui est relativement. J'aime pas ne pas vous voir. On a l'impression de faire de la radio un peu. Mais la diffusion par les photons, c'est pas quelque chose de très important, sauf à très basse température. D'accord. Donc pour ceux qui feront de la physique à très basse température, quand on a complètement tué la diffusion par les photons, c'est-à-dire en gros en dessous de quelques centaines de millikelvin ou une centaine de millikelvin, on peut devenir dominé par la diffusion par les photons. Hein, donc typiquement, pour ceux ou celles qui travailleront dans l'ASGA, on est assez vite à basse température dominé par le couplage électron-photon. Donc ça peut devenir gênant. On ne fera pas le calcul de ça parce que c'est vraiment des cas un petit peu pathologiques. Il faut savoir que pour ceux qui font les très basses températures, comme Eddy vous l'a montré, c'est quand même quelque chose d'embêtant. Ok. Bien. Donc, on va faire maintenant le grand 5, c'est l'estimation des temps caractéristiques. Alors, on va s'attaquer au calcul de taux et on va regarder d'abord ce qui est le plus simple, d'accord? C'est la diffusion par des impuretés. Donc ça, c'est évidemment la première chose, puisque vous savez que... Alors c'est une question qu'on pourra se poser, hein, mais vous savez que les ondes de Bloch, c'est un état, enfin c'est des vecteurs, enfin c'est des états propres d'un réseau périodique. Donc la première chose qu'on se dit, c'est que même si je suis à température nulle, finalement, si j'ai des défauts dans le réseau, ça va induire une résistance finie. Donc, qu'est-ce que ça va être que cette résistance finie? Donc, le problème, c'est le calcul du taux. Voilà, donc ça, c'est le truc auquel on va s'intéresser maintenant. Est-ce que je suis capable de calculer le taux dans mon histoire? Alors, si on se rappelle un peu les chapitres d'avant,
ce qu'on a vu, c'est que l'intégrale de collision, si vous remontez un peu dans le temps, on a vu ce que ça vaut quand même. On a vu que ça vaut V sur 2π cube. Alors des parenthèses là devant. Et puis il y avait une intégrale W de kk', donc ça ce qu'on appelle le noyau de l'interaction souvent. Et puis il y avait un terme qui était fk' moins fk. Donc ça c'est la distribution. Alors il faut faire attention, hein, on est bien d'accord que c'est la distribution. Hors équilibre, hein, d'accord. Et puis le WKK', c'est la probabilité de transition d'un état K vers un état K'. Voilà. Et ça, c'est la probabilité par unité de temps. Voilà, donc en fait, on sent bien que si on calcule ça, on va pas être loin d'avoir le temps de collision. Le temps entre deux collisions. Ouais. Ouais, alors en fait, oui, effectivement, je l'ai écrit dans le mauvais sens, vous avez raison. C'est K', vous avez tout à fait raison. C'est K'. Ça s'écrit de droite. C'est la probabilité par unité de temps. df sur dt de collision, donc c'est on a vu que df sur dt collision est égal à ça. Donc ça, c'est dans un chapitre qu'on a vu, je sais pas quand. Alors, l'approximation linéaire, si vous voulez, donc elle vous dit simplement que f est égal à f0 plus f1. Ok, bon, ça on l'a vu. Et donc on arrive, hein, tout bêtement, à df sur dt collision est égal à v sur 2π cube fois l'intégrale de wk', de l'intégrale de f1k' moins f1k dk'. Je vais même mettre un petit vecteur pour faire plus joli. Alors, si vous mettez à l'équilibre, évidemment, ça fait 0 cette affaire, hein, parce que comme on est dans un système, il ne faut pas oublier qu'on est dans un système, si vous mettez à t égale 0, d'accord, dans un système comme ça, vos collisions, elles vont être, enfin même si vous n'êtes pas à t égale 0 d'ailleurs, les collisions dans ce truc-là, elles vont être complètement élastiques, ok, parce que l'impureté, elle est statique, elle ne bouge pas. Okay. Et comme vous êtes dans un système où on considère qu'on ne va pas changer les degrés de liberté interne, d'accord, on ne va pas exciter l'impureté, en fait, vous avez des rotations de la quantité de mouvement, de l'impulsion, mais vous n'avez pas de changement d'énergie. Donc, si vous mettez si vous mettez dans un système où vous considérez que finalement la fonction de distribution c'est f0, ben vous avez f0k' moins f0k, ça fait 0. Okay. Donc, en particulier, donc à t égale 0, tous les états sont occupés jusqu'à ef, bon, ben voilà, vous n'allez pas faire grand-chose. Alors, l'approximation maintenant du temps de relaxation. Bon, ben lui, il vous dit simplement que df sur dt collision, c'est égal à moins fk moins f0k sur taux, c'est égal finalement à moins f1k sur taux k. Donc j'indice le taux 1k puisque il dépend de k explicitement. Et si je mets tout ça ensemble, j'arrive à l'équation de départ de mon affaire, c'est-à-dire moins
F1K sur taux est égal à V sur 2pi au cube fois l'intégrale de W K'K. Ça, c'est le taux de transition. Facteur de F1K' moins F1K dK'. Voilà. Alors, je peux factoriser un peu ce bazar. Et le mieux, c'est de sortir un F1. Ok, alors je vais passer à la page suivante simplement. Bon, je vais le faire là. On va dire que ça fait moins F. Non, je ne sais pas pourquoi je vais écrire ça comme ça. Je dis simplement que c'est égal à V sur 2pi cube, facteur de l'intégrale de W K'K. Et là, je vais sortir un F1 de K, parce que comme ça, je vais pouvoir le factoriser. Et ça me fait F1 K' sur F1 K moins 1 dK'. Alors, vous voyez, l'intérêt de sortir finalement le F1K, c'est que comme ici, il ne dépend pas de K', je peux factoriser avec ici les F1K. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, ça c'est un peu ce qu'on veut, parce que vous avez un électron qui arrive en K et qui est diffusé en K'. D'accord. 1, 2, attendez, celle-là, là, parce que taux dépend de K. D'accord. C'est taux de K, ouais. Alors, finalement, ce qui nous reste, donc on va simplement enlever le signe. Ouais. Alors, il y a quand même une raison pour laquelle on prend taux de K, hein, si vous regardez, c'est qu'en fait, quand vous faites une approximation, quand vous faites l'approximation du temps de relaxation, vous relaxez vous considérez que vous relaxez vers la position, vers la fonction à l'équilibre. Donc, vous prenez le taux sur lequel vous relaxez, c'est le taux à l'équilibre, a priori. Donc, c'est c'est le taux vers lequel vous partez. C'est bon? Qui est pas joli, et il nous reste finalement que 1. Allez, on y va. Donc il vous reste simplement un truc pas trop compliqué. Il vous reste le temps. Et je dois pas trop me planter parce que j'entends pas Monsieur Boris là. Donc non, vous êtes là? Donc je me suis pas planté jusqu'à maintenant, c'est ça? Non, vous n'avez pas trouvé de faute. C'est bien, hein? 1 sur 2. Hein, non? Non, mais vous me dites, hein. Et il vous reste un W de K'K fois 1 moins F1 de K' sur F1 de K dK'. Voilà. Bon, là, on a gagné. Sauf qu'on a gagné pour l'instant, on n'a pas gagné grand-chose, je vous signale. Mais on sait à peu près d'où on va partir. Parce que maintenant, je vous rappelle que ce qu'on cherche, hein, c'est ça. Donc, voilà. Alors, le truc, c'est que maintenant, il y a le problème, c'est qu'il y a F1 dedans. Et le F1, c'est la fonction à équilibre. Enfin, c'est le premier ordre de la fonction à équilibre. Et ça, ça, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Mais on sait qu'on peut l'extraire. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que F1, on peut l'extraire
de la fonction de Boltzmann linéarisée. Et alors, c'est là qu'on peut répondre à la question de... Alors, je sais pas qui c'est, parce que comme je vous vois pas, du coup... Donc ça, on va regarder la fonction linéaire de Boltzmann linéarisée au premier ordre, et c'est là que ça intervient si on met un champ ou pas. D'accord? Parce que rappelez-vous, quand on a fait le cours, la fonction de Boltzmann linéarisée, c'est là qu'on garde un ordre ou deux ordres selon qu'on met le champ magnétique ou pas. Donc là, on va le faire sans champ magnétique. D'accord? Et la fonction de Boltzmann linéarisée au premier ordre, je vous rappelle qu'elle vous donne simplement que vous aviez df sur dt. Ça vous donne que 1 moins f1 de k' sur f1 de k est égal à E taux de epsilon k' fois v de k'. E. Donc là, on garde que le champ électrique, ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et puis, il y a un moins d de f0 sur d de epsilon k'. Et puis, la même chose de l'autre côté, mais avec simplement le epsilon k de E. Voilà. Donc ça, on l'avait fait dans le chapitre, je ne sais plus, mais dans le chapitre où on avait linéarisé l'équation de Boltzmann. Donc c'est cela qu'intervient. Alors, si vous avez un champ magnétique, c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué, hein, si vous vous rappelez. Donc on met sans champ magnétique. Donc là, on remplace F1 par son développement en fonction de l'équation de Boltzmann linéarisée. D'accord ? Donc ça, je vous rappelle ce qu'on avait trouvé, hein, ça je vous le dis dans un coin. On avait trouvé que df sur dt collision était égal, alors je le recopie, hein, E taux V fois E fois df0 sur d epsilon. C'est ce qu'on avait vu dans le cours avant. Ok. Donc voilà. Donc en fait, là en fait, vous voyez, on a utilisé à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, la linéarisation, le machin, le truc, le bidule. Donc là, on est content parce que on arrive à des choses finalement qui sont tractables. Enfin, du moins qui sont tractables. Vous voyez que maintenant, il n'intervient plus que des choses qu'on connaît. Alors maintenant, il s'agit de faire ce qu'on peut avec. Mais en tout état de cause, on va pouvoir faire quelque chose. Alors, le truc, c'est comme on a un processus élastique, on va pouvoir avancer un petit peu plus quand même. Donc, un processus élastique, ça va nous sauver pour pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on a, évidemment, on a taux en epsilon k qui est égal à taux epsilon k', enfin, puisque et puis vous avez encore df0 est égal à d de f0. Alors, ouais, la notation, elle est peut-être pas claire. Ce que j'appelle d de f0 sur d de epsilon k', c'est d de f0 sur d de epsilon pris en epsilon k'. D'accord. Donc, voilà. Et puis évidemment,
On va poser simplement le truc vachement gonflé que V est égal à H bar K. Et alors, si vous posez tout ça, vous arrivez au fait que 1 moins... pardon, excusez-moi. Causez fort hein, si vous avez une question, parce que j'entends pas très bien en fait. 1 moins F1... Mais non, parce qu'on considère que taux dépend que de l'énergie. D'accord. Ah ouais, ça veut dire que, attendez. Taux, l'hypothèse quand même, vous avez raison. Taux ne dépend que de E. Alors, si vous avez taux qui dépend que de E, comme vous êtes sur un processus élastique, d'accord, vous avez epsilon k qui est égal à epsilon k'. Donc si taux ne dépend que de l'énergie, vous avez taux de epsilon k qui est égal à taux d'epsilon k'. Vous êtes d'accord? Si là, pardon. Ah oui, non mais tout à fait. Ça veut dire que il y a deux choses. C'est que on a non seulement le processus est élastique, mais on a aussi supposé que le taux est isotrope. D'accord. Isotrope, ça veut dire que le taux, il dépend pas de l'amplitude. On l'a pas dit, mais c'est, je vous rajoute si vous voulez. C'est très rare d'avoir des taux anisotropes. Ça peut arriver, mais ça veut dire que vous avez, en fait, ça voudrait dire que vous avez un temps de collision qui dépend de la direction. Alors ça veut dire que vous avez un processus qui va devenir. Alors ça peut arriver avec les phonons. Parce qu'avec les phonons, vous pouvez avoir, quand vous savez que vous avez des phonons qui dépendent, enfin vous avez des modes de phonons qui dépendent des directions, vous pouvez avoir des temps de diffusion de phonons qui dépendent explicitement de la direction. Avec des diffusions sur les impuretés, c'est assez compliqué d'imaginer une impureté qui a une diffusion qui dépend de la direction. Par contre, donc on a été à F1 de K' sur F1 de K. Et ça vous donne tout simplement 1 moins V de K' scalaire E sur VK fois E. Okay. Et si on reporte dans le taux, vous arrivez à une expression relativement simple de taux. Vous arrivez au fait que le taux, en fonction de l'énergie, il vaut simplement V sur 2π³ fois l'intégrale de WK' K fois 1 moins VK' E sur VK scalaire E dK'. Voilà, donc ça c'est l'expression de la diffusion par des impuretés statiques. Alors en fait, où c'est que ça intervient que ces impuretés statiques? En fait, l'expression de F1, si vous voulez, ça c'est assez général. Donc là, on n'a pas vraiment le fait que ces impuretés statiques. Le seul ingrédient qu'on a dedans, c'est qu'on a uniquement un champ électrique. Alors là où intervient le fait que ces impuretés statiques, c'est qu'effectivement, on est dans un système isotrope. Alors ça, c'est assez logique. On n'a pas de degré interne aux impuretés. Donc la diffusion va être isotrope. D'accord. Donc ça, c'est là où intervient le fait que c'est des impuretés, et ça nous amène à cette expression particulièrement simple. Pour l'instant, on n'a pas encore mis quelque chose dans WK'. Donc c'est là que ça va intervenir. Et pour l'instant, on a encore un degré de généralité qui est assez grand. Okay.
Voilà, donc on va partir de cette expression pour aller plus loin. Vous voyez qu'elle est quand même, elle est finalement assez simple. Ce qui la simplifie, c'est toujours pareil, hein, c'est qu'on est sur un truc qui bouge pas. Quand on va avoir des phonons, ça va être plus compliqué. Ouais. Alors, l'idée, alors c'est toujours pareil, c'est qu'on a, on a une fonction de distribution. df0, elle dépend que de l'énergie, vous êtes d'accord avec moi. Donc si vous prenez la dérivée au même point, si vous prenez df0 sur d epsilon, si vous la prenez au même point, forcément c'est la même. Parce que vous avez un système qui dépend que de l'énergie. Si vous avez une fonction qui dépend que de l'énergie, si vous prenez cette dérivée en fonction de l'énergie, au même point, elle vaut la même chose. F0, c'est 1 sur, exponentielle epsilon moins mu sur kt. F0, c'est la fonction de Fermi-Dirac. Hein. Elle est toute simple, F0. Donc si je dérive F0, j'ai un truc qui dépend que de l'énergie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Tout va bien. C'est plus simple, c'est plus simple que ce que vous pensiez. Revenons aux choses simples. Bon, alors maintenant, on va rentrer dans plus de détails. Alors c'est toujours pareil, c'est quand on rentre dans les détails que les choses deviennent désagréables. Donc on est obligé quand même. Alors on va faire, à partir de maintenant, ça devient assez, pas forcément agréable, mais je voulais le faire quand même parce que un jour, il faut calculer ce taux. Et voilà quoi, je veux dire, si on veut aller jusqu'au bout des choses, il faut le calculer. Et pour le calculer, au passage quand même, que faites pas comme les étudiants de première année, d'accord. Là, on peut pas simplifier les E, hein, parce que ça, c'est un produit scalaire. Et vous pouvez pas le simplifier violemment, parce que c'est pas parce que la projection sur E est la même que les deux vecteurs sont les mêmes. Voilà, vous aviez ici un terme qui était 1 moins VK fois E sur V'K fois E. Alors, je vous rassure, je vous le dis, auquel cas où quelqu'un aurait envie de le faire. Donc, maintenant, ce qu'on va faire pour calculer ce K' sur E sur K scalaire E, on va simplement, pour aller plus loin, il faut qu'on prenne des coordonnées hein, quand même. Donc, on va faire un truc. Alors, je vais essayer de vous le faire bien en dessin. Ça, c'est toujours difficile en dessin quand on veut mettre des axes sur des coordonnées. Ouais, c'est ce que je suis en train de chercher. Je vois que vous craignez le pire. Mais vous avez raison. Donc normalement, si je fais ça, j'ai un axe droit. Ouais. Mais alors, le problème, c'est qu'il est censé être en. Faut que je fasse un truc en 3D. Donc c'est là où les Athéniens s'atteignirent. Donc celui-là, il est bon. Après, j'en fais un deuxième que je vais essayer de faire. Ouais, non, du coup, il faut que je le fasse comme ça. Et j'en fais un troisième comme ça. Ça, c'est mes axes. Alors, le truc, c'est que par construction, on met. Alors, toute l'astuce, c'est de mettre les vecteurs comme il faut. Alors, normalement, je peux même faire des flèches. Ouais, je peux faire des flèches, c'est balèze quand même. Alors, bon, je fais une petite flèche maintenant. On va dire qu'elle est comme ça. Donc, ça, c'est K normalement. Donc, ça, c'est K. Alors, le champ E. Non, ça, c'est pas bon. Le champ E. Le champ E, il appartient. Il faut quand même que je mette les axes. Enfin, bon. Pourquoi je l'ai fait anti machin mon axe? Ça c'est bizarre, j'ai fait un truc anti direct. Je fais ce que je dis aux étudiants de ne pas faire. Bref. Donc le champ E, je l'ai placé arbitrairement dans O, X, Z. Bon, ne me demandez pas pourquoi j'ai fait ça comme ça. Alors, le vecteur K',
lui, il va se balader. Par contre, lui, il est en 3D. K', enfin, j'ai pas le choix. Donc, le vecteur K', lui, bon, ben, lui, il se balade où il veut. Hein. Ça, c'est sûr. Et puis, voilà. Donc, c'est là où il faut voir les angles. C'est un poil pénible. Donc, là, j'ai un angle θ entre K et K'. D'accord. Et par contre, donc là, je définis ici la projection de K'. En fait, en gros, je suis en sphérique. Hein, je dis rien. Mais ici, je définis un angle phi. Okay. Par contre, E, lui, j'ai un angle. Bon, je vais le mettre en rouge. E, j'ai qu'un seul angle à définir, donc que j'appelle alpha. Okay. Est-ce que vous voyez à peu près, d'ailleurs, pour E, pour que ça se voit un peu mieux, je vais faire comme ça. Je sais pas ce que c'est que ce truc que j'ai voulu dessiner là. Je vais vous le dessiner. Je vais essayer de le voir, le dessiner en 3D. Voilà. Est-ce que vous voyez à peu près ce que ça représente? Pensez. Voilà, exactement. C'est ça le truc merdique à voir. Voilà, parce qu'on a mis E dans le plan X ou Y et K', il se promène là où il a envie de se promener. Ok. Ouais, j'ai pas trop mal réussi là sur ce coup-là. Je suis fier de moi. Bon, alors du coup après les coordonnées, c'est pas bien dur à avoir. Hein, du coup, si on a compris ça, donc on a K qui se retrouve avec 0, 0, K. On a K', pardon, se retrouve avec K', sin θ cos phi. Ouais, c'est vraiment un truc sphérique, hein, donc on connaît ça par cœur. K', sin θ sin phi. Et puis K', cos θ. Et puis vous avez E, qui a pour coordonnées E sin phi, 0, puis E. Ouais, c'est un alpha. Ah, mon correcteur. C'est un alpha, tout à fait. Et cos alpha. Et là, je crois que j'ai bon. Bon, ceci étant fait, je crois que donc avec évidemment vous êtes sur une surface constante, hein, donc vous avez vous êtes tous d'accord avec moi. Vous me dites quand je peux passer au slide après. Hop, hop. C'est bon? Allez, on va passer, on va voir ça. Allez, vous avez raison. J'espère que vous êtes allés manifester samedi. Il n'y a pas quelqu'un qui veut rentrer là, non? Ah merde, excusez-moi, si je fais ça, vous voyez plus du coup. Pouloum.
C'est bon? Alors, je vais juste voir s'il n'y a pas quelqu'un qui attend à la porte, non? Allons-y, allons-y. Si vous regardez en... Non, c'est bon? Donc, bon, ben, on arrive à un truc, c'est bien, c'est qu'on arrive à un truc simple, on arrive à un truc niveau terminal maintenant, qui est qu'on peut écrire... Pourquoi ça bip, mon truc? On arrive au fait que K scalaire E est égal scalaire module de E non, on l'a transformé en K, pourquoi, je sais plus. En fait, on a mieux les K, bon, ça dépend, c'est l'un ou l'autre. K prime. Scalaire sinus theta cos phi sinus alpha, je vais mettre une parenthèse, plus et si on fait le rapport des deux, on obtient que K prime E sur K E, pour du scalaire bien sûr, est égal à cos θ plus sin θ cos phi tangente alpha. Voilà, et la vie est belle. Alors l'autre chose quand même, il y a un autre truc qu'on peut dire, c'est que WKK', donc qui lui est la probabilité de transiter de K et K', c'est que lui, il ne dépend, donc comme on est sur un système isotrope, il ne dépend que de l'angle tiens, là les pompiers, que de l'angle θ entre K et K'. Donc ça, c'est exactement la même raison qu'on avait. On est sur un système en fait où on est en train de se balader sur une sphère entre K et K'. Alors WKK' dans un système qui va être isotrope, il va dépendre en fait que de l'angle entre K et K'. D'accord. Et donc en fait, finalement, notre intégrale, on va simplement l'intégrer sur une sphère d'énergie constante. D'accord. Donc alors ces problèmes-là, hein, en fait, c'est des... Si vous regardez le Ashcroft, tous ces bouquins-là, alors ils en parlent, mais ils le font jamais en détail, hein, ce calcul. Alors ça, c'est un truc qui a énormément occupé les physiciens, je dirais, après la guerre, jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60, et puis si vous rajoutez le problème Kondo, jusqu'aux années 70. Hein. Donc comprendre pourquoi la résistivité faisait ce genre de choses. Le calcul que je vous fais là, c'est les calculs qui ont été faits dans les années 50, avec des améliorations. Parce qu'en fait, le calcul que je vous fais là, vous verrez il donne le bon résultat à un facteur près. Un facteur, je vous dirai où c'est que ça merdoit en fait. À peu près là où j'en suis, il est pas bon. Enfin, il est pas bon, il sous-estime les choses, quoi. Donc en fait, W, ce qu'on peut dire, j'ai oublié, en fait, c'est K', effectivement, excusez-moi. K'. Donc en fait, WKK', pardon, il fait intervenir
une surface efficace de collision. Qui va être, bon, essentiellement, alors je reprends les termes qu'on avait parce qu'on avait déjà vu ça. Non d'ailleurs, donc je vous demande d'admettre ce que ça vaut. C'est un m carré, alors c'est un m star carré, hein. V carré c'est le volume, fois 4 pi carré h bar 4. Et vous avez ici un terme avec un module de k', v i k au carré. Et ça c'est quelque chose à admettre, donc je vous le démontre pas, hein. La surface efficace de collision quand on fait quand il y a deux trucs, de la collision de deux machins, ça vous fait la surface efficace de collision, elle vaut ça. Donc VI, c'est l'interaction coulombienne, bien sûr, sur les deux particules, typiquement, c'est ça. On verra qu'elle peut être écrantée, ça on reviendra sur le calcul après, spécifique. Ouais, de oméga. Ça, oméga, c'est l'angle solide, hein. Et ça, il faut que je vous le précise, effectivement, ça c'est l'angle solide. En fait, ce qu'on va calculer tout à l'heure, hein, c'est que tout est là-dedans. Et donc, on arrive à la chose suivante, c'est que notre temps de collision, on se rapproche un peu de la vérité, hein, le Cluedo avance un peu, il est donné, donc je remets tout ensemble, hein. J'ai un V sur 2 pi cubes, ça je l'avais au départ, et puis je vais remettre toutes mes constantes ensemble, j'ai toujours mon intégrale, et là j'ai des constantes qui sortent simplement de la définition de mon sigma, j'ai un 2 pi cubes. Alors celui-là, il vient en fait du passage à une intégrale sur dk' quand j'intègre sur tout l'espace. Bon, ça c'est je vous laisse remettre les constantes. Elles sont justes, hein, je les ai vérifiées, je vous les garantis. Il y a un h bar 4 à la puissance 4, d'accord. Donc celui-là, il vient en fait de ça, là, il vient uniquement de ça. Au dénominateur, vous avez un h bar. Reviens là, toi. Vous avez un h bar m carré v carré. Et puis les termes qui nous intéressent ici, vous avez un sigma de oméga qui apparaît, d'accord. Et puis vous avez ce qui traîne, hein, qui venait d'ailleurs, c'est-à-dire le 1 moins cos θ. Alors il y a un moins parce que si vous remontez dans le calcul, vous aviez un terme qui était 1 moins k' scalaire E sur k scalaire E. Donc ça va exprimer en k après, d'accord. Et puis vous aviez ici un moins tangente alpha sinus θ cos phi. D'accord. Et puis alors, vous aviez aussi un delta, parce que ça, il faut assurer la conservation de l'énergie quand même, moins epsilon k, donc ça, je suis obligé d'assurer la conservation de l'énergie. Et j'ai un dk' qui est là, qui est l'intégrale sur tous les vecteurs k', donc tous les vecteurs qui peuvent diffuser ici sur mon impureté. Ok. Ouais. Alors, vous voulez les détails? Vous voulez des détails? Alors, je vous rajoute une étape si vous voulez. Je vous rajoute une étape. Alors,
Ils sont en train d'éteindre le couloir, là on va faire la fermeture. Alors WKK', donc c'est simplement la règle de Fermi, donc c'est 2π sur h bar. Ok, vous aviez ici un terme K', VI, K au carré, delta de epsilon K' moins epsilon K. Ok. Moi je vous dis que si vous reprenez ici la définition de sigma de oméga, vous avez ici ce terme-là, et bien vous prenez ce terme, vous inversez, ça vous fait un sigma de oméga, 4π carré h bar 4 sur mv carré. Ok. Donc il suffit de le remplacer ici, donc vous obtenez 2π sur h bar. Vous inversez ça, ça vous fait 4π sur m carré v carré sigma de oméga. D'accord. Et tout ça, ça vous donne ce terme-là. Et ça vous donne en fait ce terme-là. Ok. Est-ce que c'est plus clair? C'est parfait. Alors maintenant, on va faire deux petites astuces qui vont nous permettre d'arriver à ce qu'on veut. Et en fait, après, on a fini. Presque. Ouais, on a presque fini. Après, il nous reste à étudier deux cas particuliers. Mais on a presque fini. En fait, ce qui est épatant, je trouve, c'est que les premiers mecs qui ont fait ça, ils n'avaient pas la réponse. Puis on n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant, quand même. Manquerait-il un H-bar? Par là. H-bar carré sur H-bar, ça fait un H-bar cube, c'est ça que vous me dites? H-bar 4 sur H-bar, ça fait H-bar cube. Je sais pas si on peut comparer quand même, parce que les premiers théologistes, ils n'ont pas de manip auquel comparer, quoi, alors que les nôtres, s'ils se plantaient, ils avaient la réponse. Enfin, ils avaient la réponse expérimentale quand même. Donc, enfin bon. Ouais, ouais, si vous jetez dans l'eau, si ça coule, si ça remonte, c'est ça. Ouais. Bon. Faut réciter son credo en latin, bon, les pauvres dames. Enfin, bon. Quand même, c'est plus sympa parce que là, s'il se plante, il brûle personne, quoi. Bon, et c'est un Français connu hein, qui a travaillé là-dessus, c'est Jacques Friedel, qui a fait l'oscillation. Vous avez vu les oscillations de Friedel dans votre scolarité, non? Non, vous avez jamais vu ça? C'est un truc dans l'écran tâche qu'on va voir, ça intervient. Bon, alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est on va faire un petit changement de variable. Alors, attention. Donc, vous savez que dk', on peut l'écrire 4π, oui, c'est 4'k' carré. K', je suis perturbé. Hein. K' carré, K' carré dk, pardon. Et puis, il va nous rester un terme sinus θ d'θ d'phi. Et alors, comme par miracle, s'il y en a qui ont une bonne mémoire parmi vous, ça, c'est d oméga. Ça, c'est l'angle solide élémentaire. Donc, si personne s'en souvient, je vous n'en voudrais pas. Parce que c'est le genre de truc qui fait pas partie des trucs dont on a envie de se souvenir. Ça intervient dans la diffusion de Rutherford que vous avez dû faire en première ou en deuxième année. Et en général, c'est tellement chiant qu'on s'empresse de l'oublier. Enfin, c'était mon cas, je vous rassure. Et après, on va faire un petit changement de variable.
fait, c'est un calcul sympa qu'on devrait faire en première année, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais pas s'ils arriveraient au bout quand même. Alors, changement de variable. Ah, je vais vous le faire complètement parce qu'il est un peu pénible celui-là et on le fait souvent. Donc on a l'énergie sage bar 2 K2 sur 2M, bon, ça je pense qu'on est tous d'accord. Donc l'énergie D de epsilon, ça nous fait H bar 4 sur M. dk. Voilà. Ça, j'avais le dire avant quand même, j'étais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça fait H bar 2 sur M, d'accord, fois racine de 2M sur H bar, racine de epsilon dk. Ok. Donc ça c'est égal à H bar 2 sur M racine de epsilon dk. Donc pourquoi je vous fais ça? C'est pas je sais pas, je vous prends pour des idiots, hein. C'est simplement parce que quand vous allez faire changement de variable de k en epsilon, vous allez faire apparaître des termes comme ça. Donc je vous le fais juste pour que vous n'ayez pas l'impression que je les fais sortir de mon chapeau, d'accord? C'est juste pour ça. C'est pas que je vous prends pour des incapables, mais je me suis longtemps, c'est toujours embêtant de voir ces termes apparaître comme ça. Voilà. Donc, si on met tout ça ensemble, finalement, le terme que vous trouvez, ça vous fait que delta de epsilon k' moins epsilon k dk', c'est égal. Alors dk' avec un vecteur, parce que là c'est important, parce que on est en train de changer une variable qui est un vecteur. Alors si je remets tout ça ensemble, ça vous fait delta. Oui, ça vous fait un delta de epsilon k' moins epsilon k. Et puis, je remets tout ça ensemble. Et il me reste un 2m sur h bar 2 fois un epsilon. D'où il vient ce epsilon d'ailleurs? Fois racine de m sur 2. 1 sur h bar. Attendez, où c'est que ça vient ce bazar? Que je vous dise pas de bêtises quand même. 2 dk', 2 oméga. Non, c'est juste. Voilà, parce qu'il y avait le K2 que j'avais oublié. 1 sur h bar 2, donc epsilon, ça c'est bon. Il me reste un d epsilon sur racine de epsilon. Racine de epsilon, sinus θ, défi, dθ, défi. Voilà, ça c'est juste. Alors, un h bar qui manque, j'ai un h bar 2 ici. Alors, quand on remplace le dk', ça fait k' de dk'. Et quand on remplace le dk', dk', ça me fait... attendez, vous pensez à celui-là? C'est celui-là. dk', ça me fait 1 sur h bar. Attendez, on va le faire complètement, hein, ça veut dire que... D'accord, vous êtes d'accord avec moi? Donc ça me fait D de tagadat, et il manque un sur H bar. Vous avez raison.
Vous avez complètement raison. Donc je vais le mettre, je le mets en dessous n'importe où. Il est là, vous êtes d'accord? Il est au dénominateur, on est bien d'accord. Voilà. Donc là, vous êtes d'accord. Bon, alors, en conclusion, une fois qu'on remet tout ça ensemble, vous arrivez à 1 sur tau, qui est égal à h bar cube sur m carré v. Et il vous reste dans votre intégrale la section efficace de collision fois 1 moins cos θ moins tangente alpha sin θ cos phi. Et là maintenant, après tous les changements de variables qu'on a fait, il vous reste un 1 sur h bar cube. Vous avez raison, il y avait bien un h bar, parce que ça fait h bar cube avec le h bar carré ici. Donc vous aviez tout à fait raison. Il vous reste un m puissance 3,5, qui effectivement, vous avez racine de m et m, ça vous fait bien m puissance 3,5. Il vous reste un racine de 2. Est-ce que j'ai bien un racine de 2 qui traîne? Oui, ça c'est bien un racine de 2 qui traîne. Moi, j'ai en énergie, j'ai un epsilon puissance 1,5. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui, ça fait racine de epsilon. On est bien d'accord. Il me reste le delta. Donc tout ça, on est bien d'accord. Et il me reste un d epsilon d oméga. Et là, je crois qu'on a tout le monde. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est bon. Ok, alors il y a madame, je sais pas, c'était madame Vera qui causait. Donc, c'est vous? Bon, mais parfait. Alors, on va simplifier un peu ce bazar quand même. Parce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour le simplifier? Bon, alors, normalement, on a un truc qu'on peut faire, c'est que racine de l'énergie, voilà. Alors, on a racine de l'énergie, donc on a une racine de l'énergie qui apparaît ici. Une racine de l'énergie, ça je barre K sur M. Et c'est simplement... ouais. Alors là, je suis pas sûr parce que j'ai un H bar carré et j'ai un... Merde, moi je suis en train d'effacer, il m'a mis le mode effacement cette année-là. Là, j'ai un... Par contre, là, il faut que j'efface, que je le fasse bien. Là, j'ai un H bar carré. Là, j'ai un H bar carré. Là, j'ai un H bar. Donc, ça me fait un H bar cube. Là. Et donc, ça me ferait un... Alors, il est où, du coup? Il se promène où, mon machin? Tout à la fin, ça me ferait un H bar cube, là. C'est ça? C'est ça que vous me dites? Là, c'est un cube. Ça vous va comme ça? Oui, c'est un cube. C'est un cube, effectivement. Je vérifie dans mes notes, c'est bien un cube. Voilà, donc là, on est content. Alors, les changements de variables qu'on peut faire, c'est que la racine de epsilon, c'est V. Racine de epsilon, c'est en fait racine de m sur 2 fois la vitesse. Ok, ça, j'ai pas inventé grand-chose. Donc voilà. Alors après, il faut compter tout ce qui se simplifie. Donc vous avez simplement les h-bars qui vont se barrer, hein, d'accord. Donc ça, vous voyez que les h-bars cubes, en fait, ils vont s'en aller avec cela. Vous simplifiez tout ce qui va bien. Et alors le résultat, je vous le donne tout de suite. Ça, on gagnera un peu de temps. Vous trouvez que 1 sur tau,
donc vous le referez chez vous, vous me direz si vous trouvez une faute, est égal à la vitesse divisée par le volume fois l'intégrale. En fait, il est assez simple le résultat. Fois sigma de oméga, facteur de 1 moins cos θ moins tangente alpha sinus θ cos phi d oméga. Voilà, ça c'est le résultat. En fait, tout se goupille assez bien à la fin. Ok. Alors, ça évidemment, ouais, V c'est la vitesse. Alors j'aurais dû l'écrire un peu différemment parce que c'est V, on est bien d'accord que c'est V de F, hein, donc c'est V de E, d'accord. Pas de F, pardon, c'est V de E, hein, d'accord. Donc V c'est la vitesse. Et ça, c'est le temps calculé pour une impureté. D'accord. Et puis c'est vrai pour un électron arrivant avec une vitesse Vk, V de epsilon k. D'accord. Maintenant, si on va avoir pardon, si on va avoir maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'on intègre en fait sur alors on a intégré maintenant ce qu'il faut c'est qu'on compte toutes les impuretés, d'accord. Et ça on va le faire, il faut qu'on intègre sur tous les pour trouver le temps, il faut qu'on intègre. Alors il faut faire attention parce que vous avez une intégrale un angle solide, d'accord. Il y a quelque chose qu'il faut bien être conscient, c'est que vous avez un système qui est isotrope. Alors, dans l'intégrale, il y a une petite simplification. Si vous avez quelque part une intégrale, on a un terme qui est en intégrale cosinus phi des phi. Alors, pourquoi vous avez un terme qui est un cosinus phi des phi? Parce que ça fait partie, ça fait partie du d oméga. Dans le d oméga, vous avez un terme qui est en défi. Ok. Et quand vous faites une intégrale de cosinus phi des phi, ce terme-là, il va donner 0. Donc en fait, toute la deuxième partie de votre intégrale finalement va dégager. D'accord. Donc finalement, ce qui vous reste, c'est simplement un terme qui va être que 1 sur tau, c'est V sur V fois sigma de oméga, et il ne vous reste plus que le terme en 1 moins cos θ fois d de oméga. Alors ça peut se comprendre assez bien, c'est simplement ce que vous dites, c'est que si vous avez la diffusion, mais qu'elle est complètement isotrope dans toutes les directions, ben en fait, ça veut dire que ce terme-là, qui est complètement isotrope, il ne contribue pas à la restivité. Donc en fait, il faut compter que les termes qui vont vous modifier un truc, mais que vers l'avant. Et ça, c'est le terme en cos θ. D'accord. Alors, si vous voulez tenir compte des n impuretés, ben, il suffit de multiplier ça par le
Ben, on multiplie par n. Multiplie par n. Donc ça, c'est tout con, hein. Donc ça fait apparaître un terme n sur V, qui est la concentration en impureté. OK. Eh bien, on arrive au fait que le 1 sur tau est égal à NI fois V fois l'intégrale de sigma du oméga 1 moins cos θ d oméga. Voilà, sous sa forme la plus simple, l'expression du temps de relaxation pour les impuretés sur les impuretés statiques. Alors, si vous voulez, ce truc-là, alors ça contient tous les angles d'incidence dans le d oméga. Parce que dans le d oméga, vous avez un terme en dθ. D'accord. Alors, l'énergie, d'accord. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que ça a un taux de epsilon. Donc, l'énergie, elle apparaît dans le V, ou le K d'ailleurs. On aurait pu l'écrire en K, c'était plus joli. D'accord. Alors, si on écrit un truc classique, je vais dire, classiquement, on va faire un truc tout bête. Hein. Classiquement, ok. On va dire entre deux centres diffuseurs, qu'est-ce qui va se passer? La distance entre deux centres diffuseurs. Alors, on va voir ça. Alors, la distance entre deux centres diffuseurs, c'est simplement le volume, d'accord, divisé par la surface totale de diffusion. Alors, on va faire ça comme ça. 1 sur Ni fois sigma, d'accord. Et là, on va dire que la surface totale de diffusion, c'est la distance entre deux centres diffuseurs. D'accord. Ouais. Donc, on va regarder la distance ouais. 1 sur tau epsilon égale Ni fois V. Ça, c'est la densité d'impureté. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que le temps de vie, enfin pas le temps de vie, le temps de diffusion, enfin l'inverse du temps de diffusion est directement proportionnel à la densité d'impureté. Ok. Alors, si on regarde un truc qui est complètement classique, ce qu'on va considérer, c'est que le lit parcours moyen entre deux collisions, d'accord, c'est simplement le volume qui lui reste. D'accord. Donc le volume qui est occupé, la surface totale de diffusion, c'est simplement Ni fois sigma. D'accord. Ça, c'est une surface totale qui est occupée, qui va diffuser. D'accord. Donc la distance entre deux diffuseurs, donc ça c'est la surface totale de diffusion. Totale de diffusion. D'accord. Donc la longueur de diffusion, bah, c'est la longueur qui lui reste, hein, pauvre bête. Donc c'est simplement V. C'est simplement 1. C'est l'inverse de ça.
c'est 1 sur NI, 1 sur NI sigma. Et à cette longueur-là, on peut associer un temps. Donc, comme il parcourt la longueur qui lui reste libre, bah, c'est simplement ce qui n'est pas occupé. Hein. Ce qui n'est pas occupé, c'est 1 sur NI sigma. Et on peut associer un temps qui est 1 sur NI sigma fois 1 sur V. D'accord? Et ça nous amène à un temps caractéristique qui est égal à N IV fois sigma total. Fois sigma, pardon. Fois le sigma. Le sigma total, on va dire le sigma total. Voilà. Donc classiquement, vous avez un résultat qui est proche de celui que vous obtenez, je dirais, avec une théorie complète. Et elle vous montre en particulier d'où viennent ces différents termes. Okay, c'est-à-dire que l'idée, c'est simplement que vous avez imaginé que chaque impureté, c'est un obstacle qui a une surface sigma, d'accord? Et vous dites, dans un volume, j'ai plein de ces petits boucliers, d'accord, qui m'occupent une surface totale, Ni sigma. Donc, la place qui reste pour mon électron, la distance entre ces deux boucliers, bah, c'est 1 sur Ni sigma. D'accord. Donc, pourquoi? Parce que dimensionnellement, j'ai une surface qui est Ni sigma, donc la distance, c'est 1 sur cette surface. Donc, en fait, c'est la distance qui reste entre ces petits boucliers, c'est 1 sur Ni sigma. Donc, il va taper dans un bouclier tous les 1 sur Ni sigma. Et ben, le temps qu'il met pour taper sur ces boucliers, c'est simplement c'est la distance divisée par la vitesse, et ça me donne un taux. Et ben, ce taux-là, c'est simplement, voilà, c'est simplement enfin, c'est taux moins 1, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai dit une bêtise, c'est taux moins 1, ça. Et bien, ce taux-là, c'est essentiellement, microscopiquement, ça revient à dire que taux moins 1, c'est NIV fois le sigma total qu'on trouve. Donc, avec des arguments à la main, on trouve un résultat qui est pas déconnant et qui est assez proche du calcul microscopique qu'on est en train de faire. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Ah, j'ai perdu tout le monde. C'est les deux hypothèses. C'est les deux hypothèses. Vous êtes gentil de me donner l'hypothèse favorable. Donc, ce qu'il nous reste à faire maintenant, alors l'application de cette formule, vous allez voir, ça va assez vite. C'est le cas des métaux, le cas des semi-conducteurs. Donc ça va assez vite. On va retomber sur des choses réelles. Hein. On va arriver un petit peu quand même sur la vraie vie. Alors, ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est le cas des diffusions par les phonons, parce que par les phonons, c'est pas forcément élastique. Et bien, faut se le cogner quand même. Et après, c'est fini. On aura tout vu. Et vous aurez tout vu comment ça se calcule. Et maintenant, on va faire une petite pause. Une grosse pause d'ailleurs, avant le cas du séminaire. Alors, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va